C'est une œuvre qui a connu et qui connaît toujours un succès extraordinaire, apparemment, donc vous le savez sans doute. Après un mois de projection, Casterman a constaté que pour le mois d'octobre, les ventes d'albums avaient doublé. Donc il y a un retour apparemment assez manifeste. Bon, c'est un mois, donc c'est beaucoup trop court pour commencer à proposer une généralisation. Mais c'est, je crois, une chose sur laquelle on aura l'occasion de revenir peut-être tout à l'heure. Alors, ce qui m'a semblé important de faire, et ce que j'ai compris qu'on me demandait, c'était pour essayer d'apprécier justement ce qu'il en est de, et pourquoi pas, le travail de Spielberg, qui part d'une bande dessinée, cette bande dessinée de Hergé, comment est-ce que ça fonctionne. Pour aller, disons, droit au but, je crois que c'est assez bien connu que s'il est à ce point, s'il occupe une telle place, ce Hergé et son personnage dans l'histoire de la bande dessinée, on va dire en Europe occidentale, et grosse Europe, et voire peut-être au-delà, c'est parce qu'il a été progressivement, bien sûr pas tout de suite, à l'origine de ce qu'on appelle la ligne claire. Donc bref, c'est ça qui, je crois quand même, atteste la réussite de son œuvre. C'est non seulement une œuvre importante, mais qui a donné naissance à une manière de gérer le texte et l'image, qui a influencé d'autres créateurs, d'autres auteurs de bande dessinée. Alors, à commencer par ceux qui travaillent avec le Hergé. On pense à Jacobs, on pense à Jacques Martin, si ça vous dit quelque chose, le personnage de Alix, Blake et Mortimer, ça c'était pour Jacobs. Mais aussi, ce qui est important, c'est de savoir que, chemin faisant, dans les années 70, 80, 90, voire encore aujourd'hui, nombreux sont les auteurs qui se réclament toujours de cette fameuse ligne claire, influencés qu'ils ont été par cette manière de gérer l'image et le texte. Alors, moi, ce que je voulais faire, c'était vous prendre ici une planche. Alors, c'est clair que nous sommes déjà assez loin dans l'œuvre de Hergé, nous sommes au 18e album, c'est l'affaire Tournesol comme ce document vous l'annonce. Nous sommes en 1956, pour préciser l'année de la publication de cet album. Et en fait, ce que moi je voudrais simplement vous montrer, c'est la manière avec laquelle précisément il y a dans ce travail-ci ce qu'on appelle une lisibilité maximale. Texte et image se donnent vraiment la main, dans chaque vignette, voire d'une vignette à l'autre, pour favoriser la lecture, pour faire en sorte qu'on comprenne bien ce qu'il y a dans la vignette et qu'on puisse passer très facilement dans la vignette suivante. D'une certaine manière, c'est ça la ligne claire, ce n'est pas seulement une affaire de dessin, c'est pas seulement parce que, en effet, Hergé avait ce trait qui séparait bien et qui plaçait bien, qui figurait bien son personnage, c'est pas seulement parce que les couleurs fonctionnent en aplat, ce n'est pas seulement parce que, vous le savez, on pourrait trouver des exceptions, il est toujours midi dans les aventures de Tintin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ombre. Les personnages apparaissent comme ça dans une lumière qui est tout à fait extraordinaire, mais c'est aussi parce qu'il y a une manière de raconter qui se veut claire, lisible. Et j'aurais déjà envie de dire que, à mon avis, c'est quelque chose qui a été transposé au cinéma. Cette lisibilité, elle est, je crois, transposée par Spielberg, par ce souci de l'action. Je ne sais pas s'il y en a parmi nous qui ont déjà vu le film de Spielberg, je crois qu'il y aurait matière à montrer un peu comment est-ce qu'il y a une transposition intéressante de cette linéarité BD au cinéma. Alors, cette linéarité BD, comment peut-on l'avoir regardé un peu, quelle que soit la vignette. Si je prends la deuxième vignette par exemple, on voit que ce personnage, le format du cadre par exemple, il n'y a pas de gaspillage. La largeur du cadre, c'est juste la largeur qu'il faut pour qu'on puisse y placer Nestor. Idem pour la hauteur, il y avait place bien sûr pour ces deux sonneries de téléphone. Donc il y a une économie de moyens pour éviter que justement le lecteur se perde ailleurs dans l'espace de la vignette. Et cela va se répéter d'une vignette à l'autre, avec par exemple, si je vais tout de suite voir, je ne vais pas passer toute la planche en vue bien sûr, si nous allons voir les deux vignettes centrales, c'est assez extraordinaire. Si vous avez l'occasion, je ne suis pas sûr que vous puissiez lire très, très clairement ce qu'il en est de... Excusez-moi, si je peux tomber sur les albums rapidement, comme ça vous pourrez... Ah, donc vignette, la Nestor, vignette 7, allô, non madame, ce n'est pas la boucherie sans eau, je commande. Oh pardon, le capitaine Haddock, non, pas pour le moment, il est en promenade. Alors vous le voyez, on a un espace, ce sont des vignettes très étroites, un espace pour le texte, et puis l'image, c'est simplement l'expression de Nestor, qui tantôt reste contrarié, c'est la vignette dessus, tantôt retrouve sa sérénité habituelle, parce qu'il a compris que ce n'était pas une erreur. Donc il y a vraiment un souci de parfaite lisibilité entre ce que dit le contenu du texte et ce que exprime
le visage de Nestor, c'est vrai dans la vignette 7, c'est vrai dans la vignette 8. Et alors, j'en aurais déjà un peu de choses près, terminé, si je puis dire, avec cette rentrée comme ça dans la lisibilité de l'œuvre d'Hergé. Quand on raconte une histoire avec des images en séquence, et qu'on veut justement assurer la lisibilité, c'est-à-dire la continuité du récit, alors l'idéal, c'est éviter que les personnages changent de lieu, c'est éviter d'ajouter des personnages, parce que comme ça, en effet, d'une vignette à l'autre, il y a passe très facilement. Maintenant, on ne peut pas passer son temps à raconter une histoire qui se passerait toujours dans le même endroit, avec les mêmes personnages, donc il y a des moments de rupture. Donc ça, c'est la menace de cette lisibilité narrative chez Hergé. Alors, justement, quand on voit de la vignette 8 à la vignette 9, donc celle où, en effet, on a notre Nestor qui retrouve sa sérénité, on peut voir que, par exemple, donc là, il y a une rupture forte. On change de lieu, on change de personnage, ça se passe en même temps, c'est un récit parallèle. Vous avez là les derniers mots de Nestor, si vous pouvez les lire, qui nous dit « il est en promenade ». Et qu'est-ce que nous montre la vignette suivante? Tout de suite, on voit Haddock et Tintin qui sont en promenade. Et même, on va encore continuer avec le texte, parce que vous avez le premier mot que Haddock prononce, c'est une sorte, comment dire, de mot tout à fait, comment dire, illogique, c'est un « et ». C'est bien qu'un « et », c'est censé relier des choses, relier du texte. Comme si finalement, ce « et » de Haddock venait, voulait se coordonner avec la dernière réplique de Nestor. Remarquez aussi que, par exemple, je pousse peut-être la lecture un petit peu loin, quoique, vous avez vu que dans les vignettes 7 et 8, il y a un élargissement du cadre. On est passé de la première partie des cadres très étroits, c'est normal, c'est de l'action, c'est de la précipitation. Donc le cadre va se mettre à la mesure de ce qu'on doit représenter. C'est un instant, puisqu'il court. Et quand il s'arrête, d'ailleurs, on voit que le cadre s'élargit. Et quand vous êtes dans la vignette 7 et 8, là, tiens, on a un élargissement du cadre qui annonce d'une certaine manière ce qui va se passer dans les vignettes qui suivent. On voit bien qu'entre la 8 et la 9, où on découvre Haddock et Tintin qui se promènent, on a un élargissement du cadre. Donc il y a vraiment un souci, comme ça, de lisibilité, de continuité narrative, qui constitue vraiment, je dirais, en effet, comme le disait M. Chély tout à l'heure, si on veut apprécier la bande dessinée aujourd'hui, et vous êtes certainement lecteur ou lectrice de bande dessinée, quelle que soit la production que vous lisiez, en tout cas chez nous, c'est un peu le béaba. C'est un peu, je dirais, le point de départ à partir duquel on peut maintenant apprécier d'autres types de production. Alors c'est vrai que ce que je m'étais engagé à faire, c'était vous montrer deux autres documents qui vont un peu nous faire quitter Hergé, hein, mais c'est pour pouvoir montrer comment est-ce que ceci c'est donc du classicisme, on va dire, la BD classique c'est ça. Puis il y a eu, voilà, lorsqu'on est en 1988 ici, c'est voilà, quelqu'un qui est influencé par, et qui le reconnaît, qui l'affirme, c'est André Julliard, dessinateur français, qui, dans le milieu des années 80, dans le courant des années 80, a réalisé une série historique intitulée Les 7 vies d'Épervier. On pourrait dire a priori, bah non, c'est du semi-réalisme avec Hergé, ici c'est du réalisme. Il y a ce souci de clarté du trait, mais qu'est-ce qui se passe? Vous le voyez, ici la continuité, sans rentrer dans le détail du texte, simplement en se contentant des images, vous voyez les premières planches, on a donc trois bandes. Ces trois bandes, en fait, mettent en scène trois récits parallèles. Donc, ce qui veut dire que la rupture, elle est brutale. Quand on termine le strip et qu'on passe au strip suivant, la bande suivante, idem. Et alors, donc, ici, on a la linéarité. Je n'ai pas insisté sur ça, mais ce souci vraiment de, là aussi, faire en sorte qu'on puisse bien passer d'une vignette à l'autre. Ici, il y a une rupture, et cette rupture, elle est imposée. Alors, quand vous passez à la vignette centrale, là, on réorganise les trois récits parallèles, et il y a encore un retournement de situation supplémentaire dans notre troisième planche. Ça, c'est ce qu'on appelle de la bande dessinée classique, on va dire la nouvelle bande dessinée classique.